qu'on appelle l'adresse MAC. L'adresse IPv4 ainsi que l'adresse IPv6 sont ce que l'on appelle des adresses non pas filaires que l'on peut modifier par exemple par le système d'exploitation. Les ports, en fait, un port applicatif, on peut dire, c'est un numéro qui est associé à une application. Je prends un exemple. L'application serveur web écoute le port numéro 80. L'application serveur web sécurisée écoute le port 443. Un navigateur, par exemple, lorsqu'il envoie des requêtes pour que le serveur web lui envoie une page web, il va envoyer une requête, une demande sur le port 80. Est-ce que ces concepts sont clairs pour tout le monde? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour Didier. Oui. Alors juste sur le dernier point que vous avez abordé, notamment les ports, moi je faisais ça, c'était une relation logique en fait. Hein. C'est une porte d'entrée, une porte d'entrée logique. Oui, si on veut. Oui, voilà. Oui. Pour ceux, par exemple, qui auront éventuellement des synologies, des NAS, ça peut peut-être leur parler. Vous verrez, par exemple, que quand on se connecte sur le back-office du NAS, vous tapez votre adresse IP locale avec le port 5050. Si vous ne tapez pas 5050, vous n'arriverez pas à la porte d'entrée en fait, de votre application. C'était un exemple, par exemple, pour ceux qui ont des synologies NAS. Je te redonne la parole, André. Ok, merci. Donc, des ports, en fait, chaque application, quelle qu'elle soit, a un port qui lui est associé. Il y a des ports, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des ports qui sont définis par défaut pour les applications serveurs, comme par exemple pour le web. Il y a des ports également qui sont dynamiques, qui sont utilisés par les applications clientes, puisque une application cliente communique avec une application serveur, et toujours par un numéro de port. OK. Maintenant, une adresse IP V4. Une adresse IP, qu'elle soit V4 ou V6, je dirais c'est comme une adresse postale au format américain. Une adresse postale au format américain, c'est quoi? On a un nom de rue avec derrière un numéro. Eh bien, une adresse IP, c'est pareil. On a d'abord une adresse de réseau suivie d'un numéro. Par exemple, si on prend des adresses IP que vous connaissez peut-être, 192.168.0.1, qui est souvent l'adresse des box à la maison, 192.168.0, c'est le nom de votre réseau local. C'est le nom de votre réseau à la maison, dans ce réseau. De la même façon, votre poste que vous utilisez actuellement, par exemple, peut avoir le numéro 10 dans ce réseau 192.168.0. La différence entre l'IPv4 et l'IPv6, en fait, ça va être le nombre de bits utilisés pour définir cette adresse. Le concept, c'est que ce truc-là. En fait, quand on dit que dans une adresse V4, il y a, par exemple, 32 bits groupés par bit, 4 à 8 octets, ce qui nous fait 32 bits, que l'on connaît en 192.168.0, par exemple, quand on regarde ceci, la différence, c'est la partie qui concerne le réseau, qui définit le réseau, et la partie ordinateur. D'ailleurs, comme ça, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour la machine, facile. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il a été rajouté ce que de sous-réseau, qui va être à la machine de différencier dans IPv4 la partie qui définit le réseau et la partie définie. Voilà pour très schématiquement ce principe. Exemple de comment ça se de sous-réseau, 255 points, etc. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Ce IP que je citais tout à l'heure, 142.168.0, il est associé le masque sous-réseau 255.255.165.0.
Eh bien, tout ce qui est en face de 255, c'est la partie réseau. Tout ce qui est en face, c'est la partie haute. Voilà. Donc, si dans cette couple IP 12.168, avec masque 25.55.0, j'ai en face du 255, c'est la partie réseau. On voit ici, la partie réseau, c'est 112.168.0, que la partie haute, et en face du 0, partie 10. Puis quoi, tout ceci, je reste là. À la fin. Donc, on va s'intéresser, on dit précisément, on s'intéresse actuellement au réseau 182.168.0. En fait, en partie haute. OK. Ok, merci. On passe au privé. Bien. Alors, mes adresses privées et publiques. Quelle est la différence entre les deux? Parce que au début des adresses, les gens qui auront cela, les Américains, il y en avait beaucoup dont ils sont 30 bits, ça va coder 4 milliards d'adresses, en suffisant de gens connaissent à utiliser ces adresses. Jusqu'au moment, ben, il y en avait pas assez. Donc, on a essayé de trouver une solution. La solution, ils sont rendus en interne des entreprises et qui n'est pas du tout utilisée. On va réserver certaines adresses pour un usage strictement interne, ce sont les adresses privées, qui vont être utilisées sur le réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui Internet, et ce sont les adresses publiques. Par exemple, les que vous pouvez plage d'adresses privées, 100.0 est également une adresse privée. Si je prends pas à l'opposé une adresse publique, j'aurai par exemple 89.1.1.2.3. Ceci est une adresse publique. Notion de NAT. Le NAT, Network Address Translation. Excuse-moi André, est-ce que je peux faire une micro-intervention, s'il te plaît? Je vais tenter de partager mon écran et je te redonne la main. J'en ai vraiment pour 1 minute. C'est juste pour éclairer un petit au cas où. Alors, attends, pour partager l'écran, comme newbie. C'est bas à gauche. Ouais, Clique dessus. Merci beaucoup. Donc, clac, partager. Donc... Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc là, par exemple, je viens d'ouvrir une petite invite de commande en tapant CMD pour ceux qui connaissent sous Windows. Je fais apparaître un ensemble d'informations et vous voyez bel et bien qu'à un moment donné, on me parle de plusieurs informations, mais j'ai mon adresse IPv4 ici, vous voyez, tout à fait. qui est bien en 192.168.1.25. D'accord. Et il y a beaucoup de gens à partir de là qui se disent, bon, ben ça, c'est mon adresse IP, c'est mon adresse IP web et que vous tapez par exemple quelle est mon adresse IP publique, donc moi j'ai tapé par exemple public myIP ou myIP public et vous voyez que là j'ai une adresse IP qui est donc en IPv6 sauf erreur de main que j'anime.
91.167.140.13 qui de mon réseau local, qui, elle, est en 192.168.1.25. Donc, pour tous ceux qui nageraient, si vous tombez sur 192.168.1.25, sur une adresse IP en local dans votre maison ou dans l'entreprise, si depuis l'extérieur, vous tapez cette adresse, ben, bien entendu que vous n'arriverez pas sur l'ordinateur sur lequel je suis, parce que des 192.168.1.25, il y en a des centaines et des milliards, presque dans le monde, quoi. Par exemple, ce qui est unique, c'est cette fameuse IP publique qui, elle, par exemple, est votre, on va dire, identifiant unique qui se trouve actuellement. Et avec cette adresse IP, je pourrais, si je n'étais pas protégé, si je n'avais pas de mur de feu, si ma box, c'était un vrai gruyère, depuis l'extérieur, je peux attaquer mon réseau personnel en tapant 91 167 140.13. Vous voyez que ce n'est pas écrit du tout de la même manière. Il faut absolument que vous sachiez faire la distinction entre l'adresse IP publique et l'adresse IP locale. Voilà, ce sera la fin de mon intervention et je te redonne la main, André. Pas de souci, merci à toi. Espérant que je n'ai pas dit des... Non, absolument pas. Ça tombe bien, justement, parce que, bon, pour parler du NAT, il faut parler d'un équipement que tout le monde connaît, la box. Cette box a plusieurs fonctions. C'est une boîte qui comprend plusieurs fonctions. Entre autres, la première fonction, c'est la fonction de routeur. De faire transiter de la même façon que sur le réseau SNCF, un aiguillage va permettre d'envoyer un train d'un côté ou de l'autre. Et là, un routeur, s'il peut envoyer peut-être privé vers un réseau public. Mais quelle est la particularité des adresses privées lorsqu'elles passent sur le réseau public? Eh bien, la particularité est la suivante, c'est que les routeurs qui images en fond, mais ne soient pas perturbées. La particularité des lorsqu'elles passent sur le réseau public, c'est qu'elles sont les routeurs, les équipements qu'il y a sur Internet, ne les connaissant pas, ces adresses privées sont jetées. Ce qui veut dire que si, à partir de mon adresse privée, j'envoie une demande à un serveur web sur le domaine public, la réponse de ce serveur ne pourra pas me revenir puisque le réseau public ne connaît pas cette adresse privée. Donc la réponse sera jetée. D'où la nécessité, en fait, de ce protocole NAT, Network Address Translation. Et ce protocole va faire quoi? Tout simplement, dans le paquet sortant de ma box, va remplacer l'adresse IP de mon poste par l'adresse publique de ma box, puisque, comme je vous l'ai dit, la box a deux interfaces, l'une au réseau interne, la deuxième connectée au réseau public. Et le paquet qui va aller circuler sur Internet aura en adresse source, en provenance, l'adresse publique de ma box, comme vous l'expliquez un petit peu, Vincent, à l'instant. Donc, le serveur web auquel je m'adresse va recevoir une requête d'une adresse publique. Donc, tout le réseau Internet a la capacité de renvoyer l'adresse, la réponse au demandeur. Voilà. Pour ceci, le système utilise également les ports, les numéros d'applicatifs que l'on en évoquait tout à l'heure. Juste la fenêtre de cours, le plan de cours, je pense qu'il apparaît en plein écran. Est-ce que tu peux juste le décaler un petit peu sur la gauche?
te redonne la parole. Non, il n'y a pas de souci. Donc, en effet, le schéma que Vincent vous met à l'écran montre plus précisément, en fait, ce que je viens d'expliquer. Sur la gauche, vous avez donc... J'arrive. Ouais. Vous avez donc les deux ordinateurs. D'ailleurs, on va partir de la droite plutôt. Sur la droite, vous avez non, c'est le serveur qui est à droite. Donc, sur la gauche, vous avez les deux ordinateurs. Vous avez donc un routeur. Une d'un côté 00. Et deux, vous voyez cette barre avec le protocole NAT qui va permettre, comme je vous l'expliquais, d'envoyer des paquets réseau interne, réseau privé, les adresses 10.1.1 sont des privées, pour les faire circuler sur le réseau Internet avec des adresses comme indiqué 1.1.1 à destination de 200.1.2. Tout ceci est une autre box derrière laquelle que le premier poste du haut à gauche. Ce qui prouve bien, comme le dit tout à l'heure, que il y en a dans le monde plusieurs milliards qui peuvent être identiques puisqu'elles ne circulent pas sur le réseau. Il est impossible que deux personnes différentes aient X et que c'est Madame Y qui le reçoit parce qu'elles ont la même adresse IP, ça peut poser des problèmes. Imaginez que l'une soit votre maîtresse et l'autre votre amant, votre femme, Bravo. ou inversement, ça peut être des amants et maris, on va respecter les dames quand même. La notion est claire. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Non, c'est bon. C'est bon? Bien. La redirection de port, donc maintenant. Lorsque l'on met en place ce système NAT, donc comme le réponse à une demande interne, il faut autoriser le paquet à rentrer sur le réseau interne. Par exemple, imaginons que j'écoute le port 80. Donc, si depuis Internet, je veux obtenir une page web du serveur que j'héberge chez moi, oui, on peut voir ça comme ceci, en effet. Il va falloir qu'au niveau de ma box, j'autorise le paquet qui va se présenter à l'entrée de ma box web qui est sur le réseau interne. Et ceci se fait par une redirection de port. Le terme pas sur les box va varier d'une box à une autre. On parle de redirection de port, d'ouverture de des paquets qui arrivent sur un port, à destination d'un port, avec une adresse publique, à destination de le port, par exemple, 80. Cette demande, je vais la rediriger vers la Si, par exemple, j'héberge non pas un serveur web, comment dire, en clair, HTTP, mais un serveur web sécurisé, celui-ci va écouter sur le port 443 et non pas le port 80.
Eh bien, la requête qui va arriver du domaine public va être sur le port 443 et je vais rediriger vers le port 443. Comme je vous le disais, tout applicatif a un numéro de port différent. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. OK. Alors maintenant, les paramétrages d'une carte réseau. Donc, l'adresse IP, le masque, la passerelle. Je vais d'ailleurs... Vincent, tu peux faire un IP config de ta machine? Parce que la mienne est configurée un petit peu particulière. Ouais, c'est pas mal ce que tu as affiché. On y trouve donc l'adresse IP en haut, premier encart rouge, deuxième encart, entre les deux encarts, le masque. Donc le couple, je le rappelle, le couple adresse IP masque permet d'avoir la rue et le numéro dans la rue. Ensuite, la passerelle par défaut, c'est l'adresse en fait pour la maison de votre box. Pourquoi? C'est l'adresse en fait qui va servir à votre poste pour envoyer des paquets sur un autre réseau IP. On peut dire que la passerelle, si on veut faire une analogie, que l'adresse de la passerelle par défaut, c'est l'adresse de la boîte aux lettres de la poste que vous avez au bout de votre rue. Lorsque vous voulez envoyer une lettre à votre voisin, c'est pas compliqué, vous sortez dans la rue et la lettre, vous la déposez dans la boîte de la rue, dans la boîte du voisin. Si par contre, vous voulez envoyer une lettre à une personne qui n'habite pas dans la même rue que vous, donc sur un autre réseau, dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous prenez vos jambes tranquillement, vous allez au bout de la rue, il se trouve qu'au bout de la rue, vous avez une boîte aux lettres qui a été mise là par la poste, et vous déposez votre lettre dans cette boîte aux lettres. Eh bien, la passerelle, c'est pareil. Cette boîte aux lettres qui est au bout de la rue, elle a forcément, comme tout le monde dans la rue, un numéro. Eh bien, vous déposez votre lettre dans cette boîte aux lettres. Eh bien, on va faire pareil sur le réseau. Tout le monde sur le réseau a une adresse IP et un numéro dans le réseau. Eh bien, la passerelle, c'est pareil, elle va avoir un numéro dans le réseau. Si je prends par exemple ce que vient de nous afficher Vincent, je cherche les adresses IP V4 parce que là, j'en vois pas. En tout cas, il n'y a pas de passerelle. Adresse IP, masque, mais si, passerelle par défaut, elle est là. Voilà, on l'a juste en dessous, passerelle par défaut, avec les deux formats d'adresse, 192.168.1.254. Point particulier que l'on peut relever, c'est que l'adresse IP 192.1.168 avec le masque 255.255.0, on voit qu'elle appartient au réseau 192.168.1 et que la passerelle a le même format, 192.168.1. Donc, les deux adresses sont en fait dans la même rue. Donc, de mon ordinateur qui a le numéro 25, je peux aller à l'adresse au numéro 254 puisqu'il est dans la même rue. Voilà donc la passerelle. La passerelle est en fait l'adresse d'entrée du routeur. Le routeur, je le rappelle, est l'équipement qui va vous permettre d'envoyer des paquets vers un autre réseau IP. Le serveur DNS maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que le DNS? Alors, je vais vous donner je vais essayer d'imager mon propos. Je vais vous donner l'adresse IP d'un moteur de recherche top. Alors, vous notez bien 189.246.235.195. Répétez, s'il te plaît. Pardon? Ben non, je ne vais pas répéter quand même 36 fois. Oh mince alors, mais comment je fais? Voilà. Alors maintenant, je vous demande à chacun, un peu comme Vincent l'a fait, répétez-moi un peu l'adresse que je viens de donner. Bon, je m'en doutais, il y a mal. Par contre, si je vous donne un nom, jean-w.google.fr,
Ça veut dire qu'un humain est capable de mémoriser et ressortir très facilement un nom qu'une série de chiffres, il ne va pas être capable. D'autant plus, nous le verrons, quand on va aborder les adresses IP V6, on va voir que c'est encore plus long qu'une adresse IP V4. Le problème, c'est que les ordinateurs communiquent entre eux, non pas avec des noms, mais avec des adresses IP. Comment faire? Eh bien, il faut mettre entre les deux un système qui va être capable de résoudre un nom en adresse IP. Et c'est quoi? C'est le système DNS, Domain Name System. Ce système, on va très rapidement, c'est un arbre inversé avec ce qu'on appelle les racines. C'est pour ça que je parle d'arbre inversé, avec en dessous des domaines, comme le montrait un peu Vincent, des domaines de premier niveau, par exemple les .fr et tout ça, et en dessous, les serveurs, les différentes entreprises, par exemple. Si on voit sur le schéma qui est affiché ici, on a par exemple giga.de, DE, ça doit être, sauf erreur de ma part, l'Allemagne, ebay.de, amazon.de, etc. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est pour Amazon, le serveur Amazon, la zone, l'espace DNS Amazon sur l'Allemagne. Et à ces zones, à ces domaines correspondent des adresses IP. Plus précisément, en fait, il y a derrière, il faut compléter le nom Amazon, puisque Amazon.de est juste le domaine. Derrière, il va se rajouter un nom de machine, comme par exemple 3W, qui formera le nom www.amazon.de, avec par exemple l'adresse correspondante 54.239.32.138. Avez-vous des questions sur le sujet? N'hésitez pas, j'ai jamais mangé personne. Non, mais c'est comme on est là pour faire un tour d'horizon, on va dire, sans rentrer dans les détails, je pense que c'est cool. C'est surtout pour qu'on ait ces notions-là. Donc, on va te Voilà. redonner la parole pour que tu puisses continuer, parce qu'il Ok. est déjà 10h50 et que Ouais. on a encore Ok. d'autres sujets à traiter. Ça marche. Donc, la commande ipconfig, ben Vincent vous l'a montré. Alors, cette commande ipconfig comprend différentes options. Je vais ouvrir une interface, un petit ipconfig moi aussi. N'ayez pas peur, parce que ma machine est configurée de manière un petit peu particulière. Alors, je vais ici, ça c'est un avantage de la ligne de commande, je mets un point d'interrogation pour connaître un peu toutes les options de la commande. Alors, on y voit quoi? On a la première, /all, pour avoir en fait toutes les informations. All, tout en anglais. Renew, ceci est en fait une information qui va nous permettre de renouveler l'adresse IP quand notre carte réseau est configurée en adressage automatique, ce qui est le cas le plus courant à la maison. Release pour libérer, all compartment, évidemment je ne les ai pas toutes. Pourquoi je ne les ai pas toutes? Non, parce qu'elles sont au-dessus. Ici, une commande flush DNS. Oui, alors ça là, super important, si vous devez en mémoriser une, ça là, elle est pour vous. Voilà. Le flush DNS, comme est indiqué ici, purge le cache de résolution DNS. Alors déjà, il faut savoir une chose, lorsqu'un ordinateur, demande une résolution de nom en adresse IP, la résolution DNS, cette réponse, il va la mémoriser un petit instant. Dans quoi? Dans une mémoire qu'on appelle le cache de résolution DNS. Ce cache de résolution DNS, il y a des fois, il va nous poser des problèmes. Parce que, par exemple, eh bien, il se peut que l'adresse IP associée à un nom change, quelle qu'en soit la raison. Et ceci peut se faire quelquefois assez rapidement. Il faut donc pouvoir effacer, purger le cache de résolution DNS de votre ordinateur. Pardon. Pour cela, vous tapez la commande, vous mettez en ligne de commande, tout le monde sait le faire?
Oui. j'espère. Et vous tapez donc la commande ipconfig espace barre de fraction, ce qu'on appelle le slash, flush DNS, F-L-U-S-H DNS. Alors, je vais prendre un exemple typique. Vous venez de faire une redirection avec votre console OVH, par exemple. Et puis, vous êtes en train, par exemple, de mettre un sous-domaine. Et puis, vous avez envoyé le sous-domaine pointé sur le bon répertoire FTP. Bon, ben, c'est top. Et puis, vous voulez une réponse assez rapide pour voir le résultat. Et puis, ça met un petit peu de temps. Ben, il se trouve que si éventuellement ça met trop de temps, c'est peut-être parce qu'il y a encore du cache sur votre machine. Et en tapant le fameux ipconfig slash flush DNS, vous allez vider le cache de votre bécane. Et ce qui fait que vous allez, on va dire, augmenter vos chances de pouvoir tout simplement vous faire afficher correctement le pointage que vous avez fait avec votre sous-domaine sur le répertoire de votre FTP. Donc la plupart du temps, c'est le serveur aussi qui va avoir un taux de rafraîchissement, mais parfois il est nécessaire, quand vous avez 50 fenêtres d'ouvertes avec de la navigation privée, de fermer l'ensemble de vos fenêtres, de réouvrir, et si ça fonctionne toujours pas, de faire un flush DNS. À 50% du temps, ça vous aidera à aller plus vite et de faire afficher correctement votre redirection. Parce que peut-être que si vous êtes un ordinateur à côté, ben, ça va fonctionner. Puis sur le vôtre, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez vous poser la question. Et donc, pour vider ce cache, il suffit d'utiliser cette commande. Je redonne la parole à André. Voilà. Du coup, Et donc, je vais j'ai une petite question. illustrer ce propos. Ah, il y a quelqu'un qui a une question, André. Oui, Bah, c'est justement, en fait, bonjour. Donc, moi, c'est Bonjour. Arnaud. J'ai une petite question, toi. en fait, sur les DNS, justement, parce que moi, ça fait à peu près 2 jours que j'ai toujours le même problème, DNS prob not finished. Donc, j'ai essayé pas mal de trucs et hier, ça a fonctionné qu'une fois que j'avais éteint la box, redémarré mon PC et remis les adresses DNS par défaut. Parce que j'avais essayé celle de Google, j'avais essayé celle de différents DNS et Ouais. j'avais toujours le même problème. le message d'erreur que tu avais, c'est quoi? DNS prob not finished. Ok, Donc, en gros, la requête n'aboutissait pas. Et là, ce matin, j'ai eu encore la même chose. Donc là, je suis en partage. Donc là, ouais, je suis en partage de connexion parce que ce matin, ça me l'a encore fait, quoi. Ça peut être un problème au niveau de ta box, à voir comme ça rapidement. On en reparle tout à l'heure, d'accord? Ouais, faudra étudier ça un petit peu, faudrait faire quelques tests. Alors, je suis désolé, j'avais Thomas au téléphone en même temps, donc du coup, j'ai pas entendu la problématique sur laquelle vous étiez. Non, il y avait un problème DNS probe not finish. Donc la D'accord. requête n'a pas abouti. D'accord. C'est avec votre hébergement en ligne ou ça n'a rien à voir? Non, c'est sur ma box, peu importe le site que j'essaye d'accéder, en fait. Vous êtes chez qui? Chez SFR ici. Ok. Si vous voulez bien, on en reparle juste Ouais. après. On va redonner la parole à André. D'accord, merci. Donc je vais illustrer notre propos sur le flash DNS, puisqu'il y a une commande, juste 2 lignes en dessous, /display DNS, qui permet d'afficher ce fameux cache DNS. Donc je vais la taper. Ça va permettre de voir l'ensemble des réponses DNS que mon ordinateur a mémorisées, avec les associations, par exemple, Meet, JIT, etc. Il se trouve bien, c'est celui que nous sommes en train d'utiliser. Et j'ai ici l'adresse IP correspondante, enregistrement 13 248 156 98. Donc, je peux très bien aller sur ce serveur, non pas en tapant son nom, mais son adresse IP 13 248 156 98. Il y a des fois, ça va poser des problèmes puisque, malgré tout, tous les sites sont conçus pour utiliser dans des liens, des choses comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, aller sur un site uniquement par son adresse IP, ça peut poser des problèmes. Sur des sites très simples, où on a juste une page HTML, ça fonctionne très bien. Et donc, maintenant, ça, j'en veux plus. Je vais donc taper la commande ipconfig DNS. Il me dit bien que le cache de résolution DNS a été vidé, ce qui fait que maintenant, si je rappelle ma commande display DNS, j'ai plus rien. Ah, c'est excellent ça. Cette commande display DNS vous permet de récupérer l'adresse IP d'un site, par exemple.
Est-ce que ça va toujours tout le monde? Oui, oui, très bien. Ok. Y Bien. a-t-il besoin de faire une petite pause ou pas? Du display DNS, c'est Didier là. Oui. Donc là, vous avez rincé donc le cache, effectivement. Et si vous rouvrez votre navigateur qui vous redemandez un site, Oui, vous allez de nouveau le remplir. tout à fait. D'accord. À chaque par un nom, à chaque fois, il y a une résolution DNS et c'est enregistré dans le cache local de mon ordinateur. Ça, c'est vraiment top pour expliquer justement les problématiques d'affichage à des moments donnés quand on fait des redirections de sous-domaines et quand on pointe pas au bon endroit. Parce qu'en fait, en voyant tout simplement ce cache, je la connaissais pas, moi, cette ligne de commande, et ça permet vraiment de comprendre. Maintenant, les adresses IP. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les adresses IPv4, comme je le disais tout à l'heure, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait d'ordinateur, puis il y en a eu de plus en plus. Donc, on a commencé par faire ces fameuses adresses IP privées publiques. Et puis, tout le monde a un ordinateur, etc. Ce qui fait que même aujourd'hui, même les adresses IP publiques, il y en a en IPv4, il n'y en a plus de disponibles. Donc, il y a quelques années de ça, il y en a qui se sont rendus compte que bientôt ça allait arriver. Donc, ils ont réfléchi pour trouver une autre solution. Cette solution, ça a été d'abord l'IPv5, qui est resté dans les laboratoires. Ensuite est sorti l'IPv6. La différence, comme le montre Vincent, l'IPv4, une adresse IPv4 est codée sur 32 bits. Byte, attention, par rapport à ce qui est noté, « 32 bits. Et sur la gauche, nous avons l'adresse IPv6 qui elle est codée sur 128 bits. Vous voyez que sur la droite, on a 232, ce qui nous fait 4,3 billions d'adresses. Sur la gauche, nous avons 2 puissance 128 adresses. Vous voyez que tout de suite, ça change la donne. On a beaucoup plus, mais énormément beaucoup plus d'idées. Avec les adresses IPv6, chaque être vivant sur Terre pourrait avoir une adresse IPv6. Et quand je dis chaque être, je comprends également les insectes. Vous voyez un peu le nombre d'adresses que l'on peut générer avec ça. C'est colossal. Donc, voilà déjà schématiquement, très rapidement, la différence entre une adresse IPv4 et une V6 et le pourquoi du comment de l'IPv6. Ensuite, ces adresses IPv6 sont construites de la même façon qu'une IPv4. On a à l'intérieur une partie réseau, une partie sous-réseau et une partie haute. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les 64 bits, premiers bits à gauche, sont la partie réseau, coupée en deux parties, réseau public et réseau privé. 48 pour la partie privée, publique, 16 pour la partie privée. Et les 64 de droite, c'est l'adresse de l'hôte sur le réseau. D'ailleurs, en plus, à noter que la partie adresse de l'hôte peut être générée à partir de la marque de la carte réseau. Là, c'est une autre. Ce fameux préfixe, masque de sous-réseau en IPv4, c'est le nombre de bits dans la masque de sous-réseau qui va Ensuite, dans les adresses IPv4, il y a comme pour il y a comme public qui vont être routables sur Internet, qui vont servir sur le. Eh bien, on a des routes qui sont routables sur Internet, un usage interne. Je vais afficher parce qu'il me semble avoir. Voilà. Je fais un peu ça parce que ça prend l'écran, c'est un peu dommage.
Vous voyez le curseur de ma souris? Ouais. Ouais, très bien. Donc, on a ici, configuration automatique activée, ici, adresse IPv6, on adresse bien 2 balles. Donc, c'est une adresse IPv6. À l'inverse, la ligne en dessous, adresse IPv6 de liaison locale, il y a une adresse et c'est uniquement sur le réseau interne. De la même façon que les adresses IP privées en IPv4. Voilà les deux grosses types d'adresses IPv6. Globales qui sont routables sur Internet et de liaisons locales qui ne sont utilisables que sur... Voilà, je IPv6, je n'irai pas beaucoup plus loin. Alors moi, j'ai une question. Quand on est sur, par exemple, OVH et qu'on de déployer un sous-domaine, il nous propose soit d'être en IPv, les adresses IPv4, il n'y en avait plus à disposition. IPv4 ou IPv6, il y a, on va dire, piocher sa IPv4. Tout à fait. Pour les sites web, il vaut mieux qu'on passe en IPv6. Impact sur la performance. Alors justement, la question est très intéressante. La pile de protocole IPv6 a été, mais théoriquement, une liaison performante qu'une liaison IPv4. Et attention, quand je dis full IPv6, ça veut bien dire qu'en IPv6 d'ordinateur de source à l'ordinateur destination. Ah oui, d'accord. Si entre les deux, on a des réseaux IPv4, ça va être top. Pourquoi? Ouais, c'est comme si on avait un gros tuyau, par exemple, de 100 mètres qui est connecté sur un autre tuyau de 100 cm. Qu'entre les deux, on met un tuyau de centimètres, on casse la performance. C'est à peu près ça. L'explication, elle vient du fait que les gens qui ont un tout ça sont pas très bêtes. Ils savent très bien que ça se faire du jour au lendemain. Donc, en IPv6, également prévu des systèmes qu'on appelle des protocoles qui permettent de faire paquet IPv4 dans de l'IPv6 et inversement. Eh bien, ça prend... Alors, donc, quand on n'est pas en full IPv6, de bout en bout, donc, ça va se gagner du temps. D'accord, ok. Donc, Donc, l'incidence, quand on choisit, donc quand on a l'option de cette case, on va dire que pour l'instant, la sens entre IPv4 et IPv6, nous, on ne va pas la ressentir, mais peut-être que dans quelques temps, ça sera le cas. Basculer en IPv6, pas forcément, mais l'IPv6 se déploie énormément sur Internet. Bien évidemment, puis IPv4, on peut parler de suppléments. Donc, je propose des directions de sous-domaine à aujourd'hui de privilégier IPv6 par défaut plutôt que de rester faire de cerveau. On sait qu'éventuellement, s'il y a une migration dans notre cours, ne pas être acté par une IPv4. Donc, pour chaque déploiement de sous-domaine, de sous-domaine, etc., vous privilégiez à partir de maintenant l'IPv6. Le DNS, on en a parlé, le rôle, son rôle, c'est de résoudre un nom en adresse IP. Mais comment fonctionne? En fait, on va avoir, c'est un système ce système est DNS. Dénomination que donnent certains, domain name server. Domain name server est en fait un serveur qui assure le rôle DNS. Ce système est bâti, j'en ai un petit peu parlé, c'est un système hiérarchique type arbre inversé, avec hiérarchie, etc. Donc, lorsqu'un ordinateur a besoin de récupérer l'adresse IP correspondant à un nom, eh bien, il envoie une demande à ses racines. Les routes name server que l'on voit tout à droite du schéma vient d'afficher ça. De la réponse. Et cette partie, c'est en fait l'adresse IP d'un serveur DNS qui gère le niveau .google.fr. On voit ça à la racine. Eh bien, la racine va répondre, je ne peux pas te donner l'adresse IP, par contre, je peux te donner l'adresse IP des serveurs qui gèrent IP correspondant www.google.fr. Voilà très rapidement comment fonctionne le système DNS. Le DCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, on l'a vu, une carte pour que ça puisse fonctionner, il lui faut 4 paramètres importants, son adresse IP, le masque, sur d'autres réseaux, et une adresse de serveur DNS à interroger pour résoudre des noms en adresse IP. Ces 4, soit c'est un technicien qui va les lui rentrer de manière
fixe, de manière statique, soit quand l'ordinateur va démarrer, il va crier sur le réseau, j'ai besoin de paramètres IP. C'est ce qu'on appelle la configuration automatique. Et l'autre va être en capacité de fournir CP, qui va configurer de manière automatique les cartes réseau des autres qui en ont besoin. Voilà très rapidement donc le DHCP ce que c'est. Et c'est en fait aussi ce que l'on voit quand on fait des IP config. Alors maintenant, le HTTPS. Le HTTP donc, est le protocole qui est de page web. C'est que toutes les données qui vont être échangées entre le client et le serveur web vont circuler le réseau en clair. Ce qui veut dire que si par exemple je tape un identifiant et un mot de passe, ça circule, ou un numéro de carte bancaire, ça va circuler en clair sur le réseau. Et on peut très facilement imaginer qu'une personne se connecte sur le réseau et récupère ces choses-là et s'en serve en lui. Ceci est problématique. Donc, comment faire? On va utiliser ce qui a été utilisé par l'armée. Tout le monde a entendu parler du chiffrage allemand, je ne me rappelle plus quel était son nom. Le chiffrage, c'est quoi? Tu fais allusion au chiffrage de la machine Enigma qui a été craquée par Turing? Exactement. Merci Vincent de ce rappel. Turing, pour la petite histoire, était à l'origine de l'informatique. Donc, ce là c'est grâce à lui. Le chiffrage, c'est en fait, on va transposer des caractères par d'autres de façon. Et si on n'a pas un système de codage, on n'est pas en capacité de déchiffrer. Le chiffrage utilise deux choses. Un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? Vous le savez, c'est une succession d'actions et une clé. Alors, par exemple, un algorithme, on peut dire, c'est par exemple remplacer chaque caractère, le deuxième caractère suivant dans l'alphabet. C'est-à-dire, par exemple, le A, on va le remplacer par E, et ainsi de suite. Ah oui, mais ça, une fois qu'on l'a décodé, c'est facile. Alors, on ne va pas dire la 5e lettre, mais on va dire la lettre X. Alors, on peut dire décaler le caractère, et X à la valeur 5. Quand X à la valeur 5, on remplace à la valeur X, eh bien, on remplace le A par le L. Ça, il n'y a qu'une seule action. Des actions comme ceci, plusieurs. Voilà. Des clés, il y en a. La différence entre les deux, c'est que départ de la liaison HTTP. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, lorsque vous vous connectez à votre banque vous renvoie un certificat, tout simplement sa clé privée. Et donc, pour déchiffrer un message chiffré avec cette clé privée, il faudra disposer de la clé du serveur, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un couple de clés. Le certificat
Vous voyez donc au client qui veut établir la session. OK. Le client génère une strict. Seul le serveur est en capacité d'ouvrir ce message. Et il récupère ainsi la clé que le poste client a générée. Et ils peuvent donc ainsi établir une algorithme bien D'accord, merci. ce certificat qui, en fait, va authentifier le serveur. Oui, mais moi, le certificat. Comment la différence entre un HTTP et HTTPS et très rapidement comment fonctionne le système TPS. Avez-vous Ça permet de bien comprendre le système de chiffrement claqué, c'est cool. Merci. Qu'on a, voilà, c'est un mutuel. Ça ne veut pas dire qu'il est moins d'accord. simplement FTP
FTPS et TF. Limité dans la taille des fichiers. De plus, une va être en Trivial File Transfer Protocol. Là, en fait, c'est un protocole qui permet d'aller beaucoup plus vite. Par contre, sur la fiabilité, sur l'envoi, sur la réception de ce qui a été envoyé. Et c'est pour ça que pour envoyer des fichiers sur Internet, il est utilisé des par les utilisateurs que Word, la bureautique, des navigateurs, Internet, etc., n'ont pas leur place sur un serveur. Graphique est importante. Et donc, on va avoir des interfaces graphiques, on en améliore la qualité, etc., etc. Sur un serveur, comme il n'y a pas d'utilisateur devant, la partie d'intérêt, voire même, elle va être pénalisante à deux niveaux. Cette partie graphique tourne sur le serveur, consommer des ressources qui ne sont pas disponibles pour rendre le service que le serveur doit rendre, mais c'est également score de sécurité, une possibilité, ce qu'on appelle une passe d'adversaire. Donc, sur le serveur, il n'est pas que le graphique ne soit pas présente. Voilà la différence entre système d'exploitation de travail et système serveur. Parfait. Question sur tout ce que nous voulons voir. C'est super clair, non? C'est bien. Ok. Je terminerai par deux petits conseils. Il est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, donc agence, c'est-à-dire c'est l'État. Et d'ailleurs, cette agence s'occupe de tout le système de l'État à mettre en place
face à un MOOC, Vincent est en train de vous en afficher, un MOOC qui permet de former à la sécurité sur les réseaux informatiques, avec différents concepts au niveau de la gestion des masses. Vous retrouvez sur certains modules, d'ailleurs je vais vous allez voir de quoi ici. Alors, le temps que André vous prête ça, je précise que moi je conseille aux web designers et aux développeurs, vous pouvez mettre CV et ça fait toujours bien d'avoir quand même un certificat validant votre connaissance en RP et autres sur la sécurité des réseaux et entre autres du web. Donc la plupart du temps, ils sont assez longs à faire, mais ils sont super complets. Et moi d'habitude, je les donne en tout début de formation à mes stagiaires pour que tout au long de leur formation, ils aient le temps de faire. Et ils rajoutent ça, c'est des attestations tout simples, mais sur le T. Et si au moment où vous devez travailler pour la sécurité ou le RGPD est un enjeu important, vous pouvez montrer le fait que vous avez ces certificats et ça fait une valeur ajoutée à votre CV, à votre approche métier. C'est là, André. Je crois qu'il s'est auto-déconnecté. C'est possible. Bon, de toute façon, on est arrivé au bout. Donc, il y avait le. Donc, André, je vais prendre la main au cas où. Et puis, s'il ne nous retrouve pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non. Hop. Là, je vais choisir l'écran en question. Partager. Là, oui. Voilà. Donc, vous avez l'atelier, donc la SecNum. On y est. Académie. Voilà. Donc là, vous pouvez accéder donc secnumacademy.gouv.fr. Et là, c'est pas dégueu. Ici, il est coton. Hein. Vous avez vraiment l'information sur la sécurité. C'est pas dégueu. Alors j'ai plus le truc, mais c'est. Ne bougez pas. J'ai 30 000 informations. Mais. Arrive, 3 secondes. Voilà. Voilà. C'est ici. C'est celui-ci. Donc, il est atelier. Alors, ça, je vais me prendre un bloc-notes. Il s'est auto-jeté le temps. On va pas voir le remercier. Donc, voilà. C'est atelier rgd.nil.fr. Je fais ça largement suivant. Voilà. Et c'est rgd, carrément un site de la. Je vous referai passer ces adresses si nécessaire. Ouais, ça serait mal. Et là, c'est pareil, une attestation à la fin, comme quoi suivi tout lié au BD. Inutile de préciser, peut-être que les devs, c'est pas tant celui-ci premier cité, mais en tant que culture générale, et c'est toujours quand même bien parce que là, le RGD, c'est vraiment actuellement en vogue. Et format d'appel qui viennent d'être on est vraiment des non-sécurités. Et je vous rappelle que la grande différence toujours entre des web designers non orientés, utiliser des briques WordPress, super attention que la brique utilisée. Et pour vous, dev ou qui êtes plus web orienté front-end, à des moments vous allez directement, d'accord. Et à partir du moment où vous codez directement, si vous utilisez les briques, vous pouvez créer. Donc, il faut toujours faire hyper attention. Donc, être sensibilisé à la cybersécurité à travers ce MOOC, c'est pas dégueu. N'oubliez jamais que vous voyez très souvent des pages de sécurité, etc., sur Mac, sur Linux, sur les CS, sur le web. Vous n'entendez pas que Facebook est en train de se faire hacker comme des gros blaireaux parce qu'ils ont tout simplement une base de données en activé parce qu'ils avaient oublié de. Et ça, c'est là. Si vous êtes à la main, vous êtes super content, vous avancez, tout d'un coup, vous dites ça, c'est pas sécurisé. Oh, ben, c'est pas que je viendrai plus tard. Et là, de la grosse parce que vous avez dit, je m'en occupe plus tard. Et puis vous laissez un trou de sécurité bien béant. Et bien entendu, en dev, à l'heure actuelle, avec la multiplicité des interconnexions qu'il y a, vous avez une part de responsabilité sur votre sécurisation. Le fait que les deux codes que vous faites ne doivent surtout pas être propices à ouvrir des failles de sécurité. Voilà. Je pense que André est définitivement dans les choux. Donc, écoutez. Du coup, je vais clôturer moi de mon côté. Me voici de retour. J'aurais préféré que ça soit. Non, fausse manip, j'avais fermé mon navigateur. Bon, c'est bon, j'ai fini la présentation des MOOC sur SecNum et puis sur RGPD. Et comme il est 11h30, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est ton intervention. Si vous avez tous des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je laisse le mot de la fin à André.
Voilà. Donc, comme je ne sais pas si Vincent vous l'a dit, mais en tant que développeur ou designer web, je vous conseille vraiment le MOOC RGPD, puisqu'il s'agit de protection des données. Et là, au niveau développeur, vous, ça acte très fort. Pour au moins informer l'utilisateur de votre site va être fait de ces données. Il doit donner consentement éclairé. Si ça, c'est pas fait, vous pouvez avoir des problèmes, ou tout au moins l'entreprise. Et le MOOC de l'ANSSI, lui, c'est plus pour les bonnes pratiques de l'utilisation des réseaux informatiques et d'Internet. Bonne pratique par rapport aux mots de passe, aux longueurs de mots que j'ai toujours le même, etc. Des choses. Voilà. Et sur ce, s'il n'y a pas de questions, je terminerai par le mot. Bonne continuation à vous. Et comme les des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, soit par l'intermédiaire de Vincent ou de moi. J'avais juste une question. Oui. Quand c'est des adresses IP, il y a un phénomène qui est assez, mais quand l'éditeur prend un adressage en API 69, quelle est le procédé pour dire? Dans ce cas-là, il se trouve que ton ordinateur, c'est le cas plus, il est un adressage automatique. Quand je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il démarre, il part en message sur le réseau, je paramètre. Il trouve que là, il y a un cas. Soit c'est le DHCP, ça va être facile, puisque au niveau où le câble est branché, il y a un témoin qui s'allume quand ça marche. Oui. Si on raison, oui. Et là, il faut vérifier si le niveau paramètre on est très rapidement ce que l'on peut faire. Ouais, ça, effectivement, ça c'est des choses que je connaissais en termes de fonctionnement. Le test qu'on peut faire d'un port de box, mais si on connecte en liaison avec le bon masque de une passerelle, mais enfin, la bonne parenthèse, mais la passerelle n'est bonne du coup, même connectée à la. Est-ce que ça pourrait pas être un problème lié à la carte réseau, par exemple? Disons que si tu as déjà des paramètres, parce que si tu as un paramètre 169.254, ça veut dire que bien que tu sois en adressage automatique, le serveur DHCP n'a pas pu répondre à ta demande. Oui. Donc si c'est en fixant les adresses, par exemple. Oui. Ça veut dire par exemple qu'à ce moment-là, c'est ton serveur DHCP sur ta box qui est actif. Pourquoi un reset de la box. Voilà. Ouais, un reset de la box, et parfois ça dépend chez qui vous êtes, mais j'ai déjà eu un jour d'un dysfonctionnement, mon côté free, et il avait fallu que j'attaque la box et que je lui redéclare. C'est pas un hard reboot, mais c'est sur la partie adresse. Il a fallu que je lui redis qu'il reprenne son DHCP bien propre, etc., et qu'il oublie les pré-réglés. C'était un petit peu compliqué. Là, je repars. Il a fallu rentrer la partie back-office de la aller dans la paramètre ou DHCP, je ne sais pas comment elle s'appelle, et trifouiller. Il y avait à me donner, moi, une option qui me permet de rentrer tout le mot. Et là, il a fallu que je fasse un redémarrage. Et là, il a réussi à me redresser correctement l'ensemble. Mais ça m'était arrivé, c'était un peu près gueule. Il a fallu que je rentre dans le là-dessus. Est-ce qu'il y a ce genre de fonction de votre côté? Si, j'y vais, parce que je surveille mes systèmes de la box. Alors, qui me mange le plus haut en bras. Je pense juste à une chose par rapport à l'intervention parlée de Philippe. C'est opérateur qui pose d'avoir une IP VC publique, une adresse IP publique VC, contrairement aux opérateurs Orange ou qui, à mon essence, le proposent. C'est ça d'ailleurs que quand Vent nous affiche son adresse IP publique, on a l'adresse de mille choses. Ouais, tout à fait. Et ça peut être d'ailleurs le choix pour que vous arriviez sur votre hébergeur chez OVH, quand on vous demande V4 ou V6, si vous êtes en IP public en V6, produit IP V6 et en V4, prendre du V4 peut-être. Je pense que pour on retiendra que vive l'IPv6 et on y sur IPv6. Au moins pour l'avenir, ça c'est clair. Ouais, voilà. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions plus générales? Non, c'est bon. Non, pour moi, en tout cas. Merci. Ok. Bon, mais j'espère que aura été éclair pour vous et que vous sortirez de ce lié avec au moins qui fait éventuellement de guide de recherche ultérieure. Je sais que sur les gens qui sont, vous êtes habitués à faire un approfondissement en autonomie. Ça vous a, je pense, donné quelques, on va dire, pistes pour mettre éventuellement si vous êtes sur un sujet donné par des employeurs, maîtres de stage, ou tout simplement pour visiter personnel. Voilà. Donc pour votre professionnel du web, d'avoir balayé ces concepts et de pouvoir approfondir, redécouvrir pour un d'entre vous. Si vous n'avez pas de questions, je vais donner une fin, histoire que tu puisses revoir le monde. Ouais. Mais finalement, André, t'avoir rendu disponible pour votre présentation, votre écoute, et le mot de la fin à André, le coup de finale. Ok, ça marche. Ouais, je termine par une chose orientée, vous la remarquez des choses que j'ai appris, j'aurais pu aller vendre beaucoup plus pour mon objectif, c'était de faire des courses aussi et de vous mettre en position de prendre la plupart des termes que vous allez trouver sur Internet, faites des recherches sur le réseau, des choses comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne session et puis peut-être au plaisir de vous avoir à nous. Au revoir, monde. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée et à très vite pour les web designers et à très vite pour les développeurs. Merci André, on se téléphone pour débriefer. Bonne continuation à tous. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, bonne